Bonsoir. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez vraiment ce que vous savez? Vous avez 4 heures. Non, en fait, j'aurais pu arriver ici et vous demander tout simplement, est-ce que vous êtes vraiment capable d'apprendre quelque chose? Essayez d'y réfléchir un tout petit peu. C'est très drôle à voir vos yeux. La plupart d'entre vous se disent, bah oui, évidemment. Je sais ça parce que je suis mentaliste, je capte ça. Les personnes qui se disent oui, j'ai le regret de vous annoncer que vous avez tort. Et là, il y a un petit sentiment de plaisir qui est en train de naître auprès de ceux qui étaient en train de se dire non. Et vous avez tort aussi. La réponse n'est pas aussi binaire que ça, c'est pas aussi simple que ça. Et c'est pour ça que j'avais envie d'aborder ce sujet-là aujourd'hui. D'ailleurs, pour 2 raisons. Parce que tout ce qui concerne la mémoire est en réalité passionnant. Et la deuxième raison du choix du sujet que je vais développer, c'est que comme j'ai choisi ça, je ne vais pas changer maintenant. Hein, c'est aussi simple que ça. En fait, il faudrait s'intéresser à un gros piège de notre mémoire qui est la connaissance rétrospective. La connaissance rétrospective, c'est le fait de savoir quelque chose ou de croire savoir quelque chose. Vous savez, c'est le moment où on joue au Trivial Pursuit avec quelqu'un, on dit la réponse, et là, il y a toujours un mec à table qui fait « Ah, je le savais, ça ». Et le moment où il dit ça, il est sincère, alors que juste avant, vous lui auriez posé la question, il n'aurait pas pu y répondre. Mais comme il a déjà cette information en lui, ça réveille quelque chose et il se dit « Je le savais ». C'est exactement la même chose qui fait que quand on lit un livre de développement personnel, parfois, on dit non, mais ça je sais, ça c'est facile, oui, ça c'est courant, et on n'applique rien du tout du livre. Moi aussi, je suis passé par là d'ailleurs, parce qu'encore une fois, on se fait piéger par le fait de croire savoir. Je vais vous demander quelque chose, vous allez tous réfléchir dans votre tête, durant quelques secondes, au nom de 3 villes australiennes. Réfléchissez, ça prend que quelques secondes, voilà, c'est terminé. Levez la main ceux qui ont 3 villes australiennes en tête. Assez peu de personnes, c'est normal. Et par contre, si je vous avais dit à l'inverse, alors Canberra, Sydney, Melbourne sont des villes australiennes, tout le monde aurait fait « bah oui, on le sait ça ». En fait, il faut différencier la connaissance brute de la connaissance associée. On va dire que dans notre cerveau, on a des neurones, entre 68 et 100 milliards, hein, on n'a pas bien compté encore, c'est une estimation, et ces neurones-là sont organisés en populations. Il y a une théorie qui dit qu'au contraire, nos neurones absorbent toutes les informations. On n'a aucun problème à apprendre parce qu'on connaît déjà tout ce qu'on a vécu, on le retient de manière instantanée. Alors c'est une hypothèse, elle n'est pas validée par tout le monde, mais il y a des faits troublants qui corroborent cette hypothèse. Par exemple, il y a eu des histoires de personnes qui ont eu des accidents et qui se réveillent de l'accident et ils parlent que portugais, sauf qu'ils sont français et qu'ils n'ont jamais appris le portugais de leur vie. Le portugais ou l'espagnol, c'est arrivé aussi avec un cas d'un mec qui s'est réveillé et il parlait espagnol. Donc ça veut dire... Ce n'est pas l'accident qui lui a appris la langue, ça veut dire que tout ce qu'il avait perçu et entendu dans sa vie en espagnol, il l'a stocké quelque part. Donc ça voudrait dire qu'on a des populations de neurones qui ont un savoir comme ça. Et pour bien comprendre ça, il faudrait imaginer un peu le cortex comme un chef d'entreprise. Okay, et devant lui, il a 68 à 100 milliards d'employés. Et quand il a un problème à résoudre, il dit « Qui a la solution à mon problème ?» Et il y a un petit groupe qui fait « Moi, 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 moi ». Mais tous les autres font « Moi aussi, moi aussi, moi aussi ». Et lui, c'est hyper compliqué pour lui de déterminer qui en fait a réellement la solution à ça. Il ne peut pas le trouver. Donc en fait, autour de lui, s'est organisé une petite garde rapprochée des populations de neurones auxquelles il fait confiance et qui lui donnent les réponses qu'il utilise en permanence. Ce qui voudrait dire, si cette théorie est juste et justifiée, ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'on apprend quelque chose ou qu'on s'entraîne, on n'est pas en train d'acquérir de l'information ou de la connaissance, on est juste en train de rapprocher une population de neurones de la garde fermée du cortex pour prendre les décisions. Vous voyez un petit peu l'idée ? Et c'est très intéressant de voir les choses sous cette vision parce que depuis toujours, on se dit il faut absolument apprendre à apprendre, il faut absolument mieux retenir les choses. Moi, je pense qu'il faudrait surtout apprendre à récupérer l'information qui est à l'intérieur de nous. Et ça, on y reviendra un petit peu plus tard. L'important, c'est le chemin. Quand on apprend quelque chose, on peut dire qu'on est dans une forêt vierge avec un coupe-coupe, on fait un tracé. Et plus on va délimiter et baliser ce tracé, plus on retournera facilement à l'information qu'on avait stockée. Donc il y a plusieurs techniques pour ça. Hein. La technique du par cœur, c'est-à-dire on passe comme un bourrin plein de fois, et la route est bien creusée, et après on sait y aller, mais on peut comme ça poser quelques balises et se repérer plus facilement. La meilleure manière de faire ça, c'est la visualisation. Il y a plein de personnes ici dans cette salle qui disent « Moi, je n'ai pas une mémoire visuelle ». C'est faux. On a tous une très bonne mémoire visuelle. Des fois, elle est plus développée que d'autres. Des fois, elle est un petit peu atrophiée. Mais on a tous cette capacité d'imaginer des choses. Alors là, je vais vous demander quelque chose. C'est de jouer le jeu. Vous allez vous rasseoir, si vous voulez, respirer un bon coup, vous remettre en condition d'attention.
Et vous allez jouer le jeu, à chaque fois que je vais dire quelque chose, vous allez l'imaginer. Si par exemple, à un moment donné, je vous dis imaginez une pomme, vous imaginez une pomme, il n'y a pas de piège, il n'y avait pas besoin de réviser avant de venir, ok? C'est aussi simple que ça. Ça va? Ça vous dit? Oui, fais ce que tu avais prévu. D'accord, ok. Détendez-vous et maintenant imaginez simplement un car qui arrive, un bus. On va dire un car. Il y a un car qui arrive ici. Et dans ce car, il n'y a pas de siège. À la place des sièges, on a mis une main géante qui prend toute la place dans le car. Et dans cette main géante, il y a un œuf géant, tellement géant qu'il perce le toit du car. Et en haut, il y a 2 scies qui sont en train d'essayer d'ouvrir l'œuf. Donc je vous le redis, un car géant avec une main géante, un œuf géant qui perce le haut et il y a 2 scies au-dessus. Vous avez l'image? Eh bien, oubliez ça. Je n'ai pas besoin que vous le reteniez, j'ai juste besoin que vous l'imaginiez une fois. Parce qu'on va passer à une autre image. Maintenant, vous allez imaginer une grande tache comme ça devant vous. Je ne parle pas de moi, c'est évident. D'une tache juste ici dans mon cou, mais une grande tache. C'est un coup taché. Et on va même simplifier en disant que c'est un coup tache. J'ai besoin qu'à 3, vous répétiez tous coup tache. 1, 2, 3. C'est flippant, ça fait secte, mais c'est ça, c'est bien, ok. Oubliez ça aussi. Maintenant, vous allez imaginer que ici, sur l'arbre, je jette des œufs. Je les jette et ça dégouline, c'est un peu dégueulasse, mais je jette les œufs. Et ici, juste là, à côté de moi, il y a un nain de jardin, mais géant. Voilà, ça arrive aussi. Et plus vous le regardez, plus vous entendez « Hey oh, hey oh ». Voilà, vous le voyez bien. Et puis juste là, il y a Joe Star qui vous regarde. Ok, et là, je vais terminer en renversant du vin de la ville de Troyes. J'ai goûté ça, c'est très bon. Donc là, je jette des œufs. Là, il y a un nain de jardin géant. Juste ici, à côté, il y a Joe Star. Et là, je renverse du vin de la ville de Troyes. Vous avez tout ça en tête? Oubliez ça. Ça va, ça s'est bien passé? Oui, on n'a rien compris. J'ai besoin que vous-même, vous déterminiez qu'est-ce qui a été le plus simple pour vous à visualiser. Est-ce que c'était la première partie avec le quart, la main, l'œuf et les 2 scies? Est-ce que c'était juste le coup tache ou est-ce que c'était toutes ces choses que j'ai déposées sur scène? Est-ce que c'était la première, la deuxième ou la troisième étape? Si c'était la première étape, sachez qu'il y a une technique de mémorisation qui s'appelle la table de rappel qui est faite pour vous. C'est celle qu'on a utilisée. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, mais on a associé en fait des images ensemble pour faire une petite scénette imaginaire. C'est une possibilité de baliser l'information pour aller chercher après dans sa mémoire. La deuxième technique, ce qui était le plus à l'aise avec ça, c'est ce qu'on appelle la mnémotechnie. En fait, on crée un code, on le verbalise pour faire une boucle phonologique. Si vous étiez plus à l'aise avec ça, vous pouvez apprendre à retrouver vos chemins mentaux par la mnémotechnie. Si vous étiez plus à l'aise avec la troisième partie, ça s'appelle le palais mental, on y reviendra également, à savoir, il y a un lieu que vous visualisez et vous déposez des informations dans ce lieu. En fait, tout ce qu'on doit faire, c'est dissocier la connaissance associative, on va dire, le fait d'associer des choses ensemble, comme tout à l'heure l'Australie avec Melbourne, c'est-à-dire ces 2 informations, elles sont en nous, mais maintenant il faut apprendre à les associer, et la connaissance brute, qui est justement les choses indépendantes, l'Australie, Melbourne, Sydney, etc., etc. Si vous arrivez à faire ça, alors vous allez créer ce qu'on appelle des faux souvenirs. C'est exactement ce qui s'est passé. Vous n'avez pas vu réellement un quart. Je sais, c'était très bluffant, mais il n'était pas sur scène. Vous n'avez pas vu Joe Star sur scène, non plus, mais pourtant vous avez le souvenir de ça à l'intérieur de vous. Vous avez créé un faux souvenir. Et notre mémoire épisodique, celle qui gère notre expérience de vie, nos souvenirs, elle est faite en fait pour ça. Elle est faite pour se rappeler de toutes ces choses. Vous vous rappelez de vos rêves, vous vous rappelez aussi des fantasmes que vous pouvez vous faire dans votre tête parfois, vous vous rappelez de ce que vous avez fait hier, vous vous rappelez de ce que quelqu'un vous a raconté qui est arrivé à quelqu'un. Mais tout ça, ce sont des faux souvenirs. Et le cerveau stocke ça en permanence parce qu'il associe très rapidement ces choses en piochant dans la connaissance brute et en associant les éléments. Quand je vous ai dit penser à un quart, vous n'avez pas besoin d'apprendre ce que c'est un quart. Vous avez des centaines d'images de quarts dans votre tête, vous en prenez une et vous l'avez imaginée là. Quand je vous ai dit imaginez une main, vous n'êtes pas dit alors c'est quoi une main? Vous en avez en tête, vous savez ce qu'est le schéma d'une main, vous avez récupéré cette connaissance brute pour l'associer, etc., etc. Donc si vous faites ça pour les connaissances que vous voulez engranger et surtout récupérer par la suite, c'est quand même le nerf de la guerre, de la récupération, alors ça fonctionne beaucoup mieux. Je vous ai parlé des 3 techniques, je vais vous les détailler un peu plus. La table de rappel, c'est le fait de coder les nombres et les chiffres de 0 à 99, on peut même aller encore plus loin, par des images. Par exemple, on peut imaginer que le 1 serait une tour Eiffel, parce que la tour Eiffel, c'est droit, ça ressemble à un 1, admettons. On pourrait imaginer que le 2, je le dessine dans votre sens, c'est un signe, parce qu'il y a un coup comme ça, arrondi, etc. Donc une table de rappel, c'est volontairement décider, d'une manière complètement arbitraire qui vous parle, un dessin correspondant à chaque chiffre. Tac, 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 jusqu'à 99.
Ce qui fait qu'après, quand vous devez apprendre une longue série de chiffres, comme un numéro de téléphone est composé donc de 10 chiffres, eh bien là, on pourrait déjà les regrouper par 2, ça fait 5 nombres, et ces 5 nombres deviennent 5 images. Et si vous imaginez une petite histoire avec ces 5 images, eh bien, elle tient dans votre tête toute la journée, jusqu'au soir, jusqu'au lendemain, jusqu'à temps que vous repassiez un petit peu dessus, mais elle tient facilement. Et non, l'histoire du car n'est pas mon numéro de téléphone. Désolé. Une personne qui fait « bah ouais, on s'en fout, d'accord, ok ». Mais vous voyez un petit peu l'idée. Ça permet aussi de structurer son apprentissage pour n'importe quoi. Par exemple, moi, pour mon talk d'aujourd'hui, j'ai mémorisé dans ma table de rappel des étapes. Là, je sais que je suis juste à la 3e étape. Le 3, pour moi, représente une croix, parce que ça rime. Et j'ai un dessin dans ma tête sur une croix, et comme ça, je me rappelle qu'à ce moment-là, je devais aborder les 3 techniques. Ensuite, la deuxième étape, je vous l'avais dit, c'était la mnémotechnique. Donc là, c'est le fait de codifier des choses. Il y a plein de techniques qui existent. Celle que vous avez connue étant petit, c'est « mais où est donc Ornicart ?» Ça sonne bien, ça se retient bien. Et comme ça, on retient les choses comme ça. Dès que vous avez quelque chose à retenir, une collection de mots, vous pouvez prendre la première lettre de chaque mot et former quelque chose avec. Par exemple, ce galop en 2 mots, je sais qu'avec la première lettre, je vais retrouver les 7 péchés capitaux. Monsieur, vous tirez mal, je suis un novice pitoyable. Si je prends la première lettre de chaque phrase, j'ai la première lettre de chaque planète du système solaire dans l'ordre. Donc la mnémotechnie rend des grands services. On peut aussi s'en servir en faisant des rébus. C'est-à-dire que quand on a un nom de médicament, par exemple, à apprendre, ce n'est pas trop le cas, je pense, dans votre école, mais il y a peut-être des mots comme ça, si, des mots un peu particuliers, un peu complexes. Vous pouvez les découper sous forme de rébus et en faire aussi un procédé mnémotechnique. Et le palais mental, alors ça c'est génial, le palais mental, ça va vous permettre de ranger tout ça, la table de rappel et la mnémotechnie. Le palais mental, si vous n'avez jamais été initié, c'est le fait de s'imaginer un lieu dans votre tête que vous connaissez par cœur. Donc là, tout à l'heure, j'ai pris la scène parce que ça nous est commun. Mais vous pouvez prendre votre chambre, si vous voulez un petit lieu, ou quelque chose de plus grand, comme la maison où vous avez habité étant enfant, ou quelque chose de complètement imaginaire, mais là, c'est un stade au-dessus, il faut s'appeler Sherlock Holmes. Dans ce palais imaginaire, dans ce lieu imaginaire, vous allez déterminer un trajet. Vous visiterez mentalement toujours ce lieu imaginaire en suivant ce même trajet. Et à chaque étape de ce trajet, par exemple, moi, c'est la maison de mes parents, je rentre par le garage, ensuite je vais dans la véranda, ensuite je vais dans la cuisine, ensuite dans le salon, ensuite dans les toilettes, etc., etc. Eh bien, je peux déposer des choses mentalement. Par exemple, dans le garage, je peux déposer une petite scène que j'ai créée avec ma table de rappel. Et puis, dans la véranda, je peux déposer un moyen mnémotechnique que j'ai visualisé, un rébus, un mot, quelque chose comme ça. Et ça vous permet, là encore, de retenir un discours, de retenir un cours, de retenir des informations temporaires, de retenir des chiffres, de retenir tout ce que vous voulez. Encore une fois, l'essentiel est d'avoir créé un chemin, de l'avoir balisé et de pouvoir retourner à l'information d'une manière utile et efficace derrière. Alors, la vraie question qu'on peut se poser, c'est « mais combien de temps ça va me prendre de créer ça à chaque fois ?» Alors, je vais vous dire énormément de temps. Voilà, c'est comme ça. Mais ce temps-là, vous le gagnez après en révision. Parce que, au lieu de le mettre dans une mémoire de travail qui dure à peu près 18 secondes, où vous pouvez mettre 7 items maximum, vous le rangez déjà dans la mémoire sémantique qui fait partie de la mémoire à long terme. C'est-à-dire que vous gagnez énormément de temps de ce côté-là. Si on veut mémoriser plus efficacement, il faut absolument faire le deal de prendre du temps avant, de construire, d'analyser son apprentissage, d'apprendre différemment. La deuxième chose qu'il faut faire, ça c'est essentiel, il faut prêter de l'attention. Si vous ne prêtez pas d'attention à ce que vous faites, si vous êtes en projection ailleurs, alors vous n'allez pas retenir. Par exemple, si je pars de chez moi, que je ferme la porte à clé et que je me dis réellement, mais même à voix haute, qui t'a passé pour un fou, je ferme la porte à clé, tu pourras me demander le soir, en soirée, avec 2 grammes dans chaque poche, si j'ai fermé la porte à clé, je vais te dire oui, je me souviens, je l'ai dit. Parce que j'ai prêté de l'attention. Oui, je suis bizarre quand je suis bourré. Mais par contre, si je le fais par automatisme en pensant à où est-ce que j'ai garé la voiture, forcément, je ne pourrais pas revenir à cette information. Donc l'attention, le temps, l'attention. Et la troisième chose, c'est l'émotion. Si on prête une émotion à quelque chose, on retient mieux. C'est pour ça qu'on retient les bons moments, on retient les moments stressants de notre vie, parce que ça nous marque beaucoup plus. Ça, c'est quelque chose d'instinctif chez l'être humain, dans notre cerveau. Donc, quand vous imaginez des petites scénettes, comme on a fait tout à l'heure, essayez de prendre des moments drôles. Personne n'a oublié qu'il y avait Joe Star, parce que c'était incongru. Ça vous a fait rire, ça a créé une émotion, donc ça aussi, vous retenez mieux. Au final, on pourrait dire qu'on a une espèce de data mémoire à l'intérieur de nous. Donc, toutes les données sont stockées.
Et c'est assez formidable parce que vous allez constater, je vais vous le démontrer là, vous savez ce que vous savez et vous savez ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire, dans toutes les histoires que je vous ai racontées tout à l'heure, est-ce qu'à un moment donné, il y avait un râteau? Non, vous savez que vous ne savez pas. Vous savez que vous saviez qu'il n'y avait pas de râteau. Est-ce que dans l'histoire, tout à l'heure, il y avait un œuf? Oui, il y en avait combien? 2. Voilà, vous n'êtes pas forcément obligé de vous rappeler où est-ce qu'ils étaient, mais vous savez déjà que vous avez l'information. Parfois, on est là, dans le film, comment il s'appelle ce type? Ah, je sais que je le sais. C'est encore une fois la preuve que l'information est bien stockée, mais que c'est le chemin pour y accéder qui déconne, et il faut baliser tous ces chemins-là. C'est assez passionnant parce que ça veut dire que quand on pense, le simple fait de penser, c'est le simple fait de se souvenir, et ça vient de la connaissance. Ça veut dire aussi que lorsqu'on veut créer quelque chose, on est en train de penser au futur. Ça veut dire qu'avec nos connaissances, on est déjà en train d'imaginer un souvenir qui n'existe pas. C'est beau, hein? Moi, j'aime bien. Je trouve que ça me parle. Je vais vous démontrer quelque chose. C'est que tout à l'heure, on s'est amusé à faire des petites visualisations où je vous ai demandé de ne rien retenir, mais vous avez retenu quand même des choses malgré vous. Vous avez retenu sans le vouloir les décimales de pi, ce nombre irrationnel et transcendant. Je vais vous demander de me rappeler les visualisations et je vais les décoder selon la table de rappel, la mnémotechnique et le palais mental. Est-ce que vous pouvez me rappeler la première image, ce qui se passait? Il y avait un quart, exactement. Donc il y en avait un, et pour moi, quart, c'est le 4. Un quart. Dans le quart, il y avait quoi? Une main. Donc une, et une main, pour moi, c'est 5 doigts, donc c'est un 5. Dans la main, il y avait un œuf, et en haut de l'œuf, 2 scies, exactement. Ça, c'est le décodage qu'on peut faire avec une table de rappel. Après, on va faire un moyen mnémotechnique. Rappelez-moi ce que c'était le mot? Koutache. La secte est de retour. Alors, Koutache, je vais enlever toutes les voyelles, je vais garder les consonnes. Hein. C'est C, T, C, H. Le C, c'est la première lettre de 5, le T, la première lettre de 3, le C, la première lettre de 5, le H, la première lettre de 8. Le moyen mnémotechnique. Et le palais mental, qu'est-ce que je jetais là-bas? Des œufs. Donc 9, vous l'avez deviné. Ici, il y avait quoi? Un nain de jardin, vous le voyez tous. Donc 7, parce que les 7 nains. Ici, on avait qui? Joe Star. 9-3, je n'ai pas trouvé mieux. Et ici, je renversais quoi? Du 20 de la ville de Troyes, donc 23. Mesdames et messieurs, sans le vouloir, sans faire l'effort de le faire, vous avez retenu vous-même les 20 premières décimales de pi. Bravo à vous. Ouais, vous pouvez vous applaudir. Je pense sincèrement que de la connaissance naît l'émerveillement. Et le simple fait que vous soyez présent ici à ce TEDx, alors physiquement ou virtuellement, en regardant la vidéo, prouve que vous avez au fond de vous conscience des capacités fascinantes qu'il y a dans votre cerveau. Donc si aujourd'hui vous faites le deal de prendre le temps de baliser votre compréhension et votre mémoire, de prêter de l'attention, de mettre de l'émotion, alors vous n'aurez pas les clés pour exploiter tout le potentiel de votre mémoire, mais vous aurez littéralement ouvert la porte en grand. Je m'appelle Fabien Olicard, merci de m'avoir écouté.